qu'ils ont associé aussi des mots, pour les raisons qu'ils expliquent ensuite. Et donc, comme c'était la première fois en France, on a des explications. Donc, l'APSA permet de lever 56 millions de francs, et en plus à un prix d'émission élevé. Donc là, on prévient le marché. Oui, c'est cher, mais c'est normal que ce soit cher. Vous vous souvenez que mon 12,50 tout à l'heure en début de séance. Pour placer une émission, il faut convaincre les investisseurs du prix. Leur dire, ben, voilà pourquoi on vous fait payer ce prix-là. Et là, ils annoncent la couleur dès le départ. Par rapport aux références que vous pouvez avoir, ça va vous paraître cher, mais pour des bonnes raisons. C'est que vous êtes sécurisé, puisque vous êtes remboursé du groupe si jamais vous n'exercez pas. Donc déjà, dans le papier, on pose des barres. C'est cher, mais c'est parce que c'est plus rassurant pour vous. Alors, le premier paragraphe. Démoder les auras. Aura, c'est une obligation remboursable en action. Donc, c'est des obligations. Il n'y a pas d'option. Elles sont obligatoirement remboursées en action. Il n'y a pas de choix à la fin. Trop courantes, les OPSA et les APSA. On est en 89. Si je me souviens bien de la première diapo que je vous ai présentée la dernière fois, il y avait dans les lois de l'or, avec les premières émissions, et puis ensuite, ça devait être en 83 puis 85. Donc là, en 83, on a les OPSA. Donc déjà, c'est courant, ça fait 6 ans. Mais donc, les OPSA, ce sont des obligations avec des bons de souscription d'actions. Les APSA, ce sont des actions avec des bons de souscription d'actions. Ça a été autorisé dès 85, c'est-à-dire un titre primaire plus un bon. En 83, c'était une obligation plus un bon. À partir de 85, c'est n'importe quel titre primaire, par exemple action plus un bon. Les APSA avec 4 ans. Et elles sont déjà trop courantes. On s'habituait à peine à l'APSA, c'est-à-dire que peu de temps avant, quelques années avant, ils avaient commencé à faire des émissions d'obligations avec des bons de souscription d'actions remboursables, mais pas uniquement des OPSA sans remboursement. Donc pour les fêtes, oui, on est en décembre 89, arrive la dernière année de l'imagination des financiers, l'APSA ou action à bon de souscription d'actions, moi je dis remboursable, mais ils ont une faculté de rachat. Donc la faculté de rachat, c'est-à-dire, en fait, c'est le remboursement est assimilé à un rachat par l'entreprise du bon à un prix d'émission. C'est un remboursement. L'innovation revient à une société du second marché. Alors le second marché, c'est, si vous voulez, vous avez c'est des actions des entreprises plutôt récentes en forte croissance. C'est un peu le Nasdaq pour les États-Unis. Moins une grosse capitalisation que le marché principal. Mais c'est plutôt une entreprise dynamique avec un chiffre d'affaires, bon, pour l'époque, très intéressant, qui avait besoin de faire appel au marché. Alors là, c'est intéressant en termes de financement, pas pour des besoins de croissance externe. Elle n'a pas besoin du marché pour racheter un concurrent ou pour accroître ses parts de marché. Non. Elle a besoin de faire appel au marché parce que, avec son développement, sa structure financière s'est déséquilibrée. Vous avez un ratio très basique, qui est le ratio dette sur fonds propres, vous avez déjà entendu parler. Eh bien, ça, c'est un indicateur très basique, mais quand il est vraiment en défaveur des capitaux propres, ce n'est pas un bon signal pour le marché. Or là, on vous dit que la société a été créée en 84, cotée en 87, donc ça a été vite. C'est une belle start-up pour l'époque, connue une forte croissance avec d'importants besoins en fonds de roulement. Donc du coup, elle s'est endettée pour financer son activité, mais sans se recapitaliser. Et qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui? C'est déséquilibré, puisqu'elle a des fonds propres de 66 millions de francs, mais une dette court terme qui a beaucoup augmenté parce qu'elle a plus besoin de financer, donc elle s'est endettée à court terme à 60 millions, et une dette à long terme de 13 millions. Vous faites la somme, vous avez 73 sur 66. Donc vous avez un rapport dette sur capitaux propres supérieur à 1, et dont la tendance n'est pas à l'amélioration parce qu'ils ont besoin de se financer. Donc, là, ce qu'explique le directeur financier,
c'est que compte tenu du poids de l'endettement sur les fonds propres, l'opération ne pourrait passer par une opération de quasi-fonds propres haussés comme ça. Alors les quasi-fonds propres, ce sont des dettes qui permettent de devenir actionnaires. Et on les appelle quasi-fonds propres parce que, comme vous allez pouvoir devenir actionnaire, c'est quand même très lié aux fonds propres et comptablement, il y a une comptabilité spécifique que normalement ce type de choix. Si vous voulez savoir comment ça se fait, vous demandez à Pierre Théron quand il vous fait les normes IFRS. Bref, le problème des quasi-fonds propres, c'est que ça reste quand même à cause du haut des obligations et que c'est pas ce qu'ils veulent. Ils ne veulent pas un haut devant, ils veulent un A. Tout simplement pour dire, c'est vraiment les fonds propres, on va renforcer les fonds propres et donc rééquilibrer notre ratio endettement sur quasi-fonds propres. Alors si on émet un haut, de fait, on commence déjà par rééquilibrer, rajouter du déséquilibre en dette. Donc, restait à choisir quel A. Est-ce que c'est le A de juste augmentation de capital, j'émets de nouvelles actions? Ou est-ce que c'est un A avec un BSA derrière, c'est-à-dire j'émets des bons? Ben, ils ont réfléchi. Ils ont réfléchi en particulier avec les banquiers qui les assistent. Et ils voulaient empêcher la dilution du bénéfice par action. C'est vrai que si vous émettez que des actions, ben, du coup vous avez tout de suite plus d'actionnaires et donc vous diluez votre bénéfice. Puisque pour un bénéfice donné, vous le répartissez en plusieurs actionnaires si vous diluez tout le bénéfice. Et ça, ils voulaient éviter, même s'il n'y avait pas de risque que les actionnaires s'en aillent parce qu'ils avaient un noyau dur stable. C'est marqué ici. Donc c'est pas parce que le bénéfice par action allait diminuer, le BPA diminue, que le noyau dur allait faire défaut. Enfin, je pense que le noyau dur ne voulait pas trop non plus. Donc, ce qui se passe, c'est qu'ils voulaient surtout bien récupérer de l'argent qui correspond au potentiel de l'entreprise. Si on lit un peu en filigrane, je ne vais pas dire tous les mots, mais la valeur d'action a augmenté, l'entreprise avait du potentiel, donc ils ne veulent surtout pas brader cette augmentation. Alors pourquoi ça avait du potentiel? Je reviens à ce que j'avais projeté ici. Eh bien, c'était à une époque dans les années 80 où tout ce qui était équipement, aménagement en matériel et logiciel électronique se déployait terriblement. C'est l'époque aussi où la bourse s'est informatisée, enfin tout s'informatisait. Donc une société comme Random qui vendait aussi bien du matériel que des logiciels, eh bien c'était les startups de l'époque. Donc il faut se replacer dans le contexte, mais vous pouvez transposer ça à une startup de maintenant. Forte croissance, besoin de se recapitaliser, mais besoin de bien donner une bonne valeur aux actions et de bien valoriser ses fonds. Alors, pourquoi ils font ça? Parce que le marché, ils ont des ils ont des références comme ça qui ne sont pas, on fait des calculs parfois sophistiqués, mais le marché pas forcément. Ils ont dans leurs références du style une augmentation de capital, et bien le marché dit décote de 20%. Voilà. Ils disent on augmente le capital, on augmente le nombre d'actions, ça fait perdre 20% à la valeur de l'entreprise. Terminé. Donc ils disent non, ça on ne veut pas, puisqu'on veut justement bien valoriser les actions. L'APSA, pourquoi pas, sauf que l'expérience montre que quand on émet des APSA, c'est ce qu'ils expliquent, le bon est donné pratiquement comme un cadeau bonus. C'est-à-dire que ce n'est pas valorisé comme ça devrait. Ça entraîne certainement une décote un peu moindre qu'une émission classique, mais grosso modo, le bon, on ne lui donne pas sa valeur comme on devrait le faire. On sous-estime l'effet de levier du bon. Donc ils se sont dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour pour que vraiment le bon, on dise ça vaut tant. Alors que si on le met juste accolé à une action, sans être remboursable, on va dire non, c'est presque classique. Donc tout ça, on n'est pas en train de faire des calculs, là, on ne fait pas plein de choses compliquées. Non, on est simplement en train de se dire, si on veut convaincre le marché de payer le prix fort, il faut leur expliquer pourquoi. Et c'est ce qu'ils font par la suite. Voilà. Ils disent, alors d'abord, quelle est
notre prix, l'objectif de prix, 300 francs. Alors on va dire que dans ces 300 francs, il y a 260 francs, c'est l'action, et qu'il n'y a pas de raison de la décoter parce qu'en plus, les actionnaires renoncent à leur droit préférentiel de souscription. Donc c'est vraiment ouvert aux investisseurs. Ce n'est pas un truc qui est réservé au noyau dur, aux actuels actionnaires. Et on va justifier les 40 francs supplémentaires en disant si jamais vous n'exercez pas, vous serez remboursé à 50 francs dans 3 ans. Et 50 francs, actualisés sur 3 ans, ça fait à peu près 40 francs. Donc là, c'est comme ça vaut quelque chose dans le futur qui est écrit dans le contrat, et ça vaut 50, bah 50 vu d'aujourd'hui, c'est 40. 260 plus 40, vous avez 300. Et donc surtout, vous ne le payez pas 260, mais 300. C'est ce qui s'explique dans la première colonne. Mais c'est ce qui est expliqué là. Donc 300, donc 40 francs pour le coup. Et le fait d'émettre à 260, c'est essentiellement parce qu'il renonce. Ça t'intéresse pas mon cours, Georges? Ça va pas vouloir rester. Je pense que droit préférentiel de souscription. Voilà, donc. Donc ça, c'est la première explication. Bon, après, il explique le prime. Alors, vous voyez que c'est pas si évident que ça. Je vous disais tout à l'heure, je ne sais plus, il y avait une question qui m'était posée sur le prix d'exercice dans le cadre de l'OPA. Je jouais sur le prix d'exercice pour avoir le prix du pont, etc. Là, vous voyez qu'ici, ne serait-ce que sur le prix de remboursement du pont, c'était la première fois, ben, ça a donné lieu à des discussions avec l'autorité de contrôle. Maintenant, elle s'appelle comment, l'autorité de contrôle? L'AMF, l'autorité des marchés financiers. À l'époque, c'était la COP, Commission des opérations de bourse. Pareil. Donc à l'époque, l'équivalent de l'AMF de l'époque a discuté. Parce qu'avant d'autoriser la mise sur le marché, on s'assure que toutes les informations y sont et qu'il n'y aurait pas une manipulation des comptes ou quelque chose de pas traité. Alors, vous voyez, la COP a tenu à ce que le remboursement du bon corresponde à une actualisation en prix d'émission. Alors après, ils ont discuté un peu. L'opération était compliquée. Les monteurs, ils ont préféré considérer que 50 francs serait le prix auquel le bon serait remboursé, ce qui correspond à environ 38 francs, soit, allez, on n'est pas à 2 balles près, 40. On est loin du calcul au centime. On arrondit aux dizaines. C'est quand même marrant de constater ça, c'est que derrière, vous avez des personnes qui vont faire de l'ingénierie financière et qui derrière vont avoir des chiffres ronds pratiquement comme au supermarché, presque les plus psychologiques. Voilà. Et derrière, on annonce du coup un rendement aussi. On dit du coup, si vous réfléchissez à ce que ça fait, ça vous fait un rendement de 8%. Pour l'époque, vous devez être intéressant. Et après, alors, je ne vais pas rentrer dans tous les détails de ce qu'il y a là, mais les experts de ce type de produit ont dit attention, c'est une option longue, 3 ans, 3 ans de durée de vie pour le bon. Certes, vous êtes en forte croissance, mais vous restez une start-up avec de l'incertitude. Si vous donnez dès le départ un prix d'exercice trop élevé, les investisseurs vont pas se projeter, à faire trop. Donc ils ont découpé les 3 ans en 2. D'abord 1 an et demi, puis ensuite une autre année et demie. Et ils ont dit, bon ben là, on va faire un prix d'exercice. Vous avez les valeurs qui sont mises autour. La première sous-période, c'est 270 francs et 300 francs la sous-période suivante. Au dos, vous avez les valeurs numériques pour faire l'exemple. On fera ça avec Excel. On ne va pas le faire aujourd'hui. On fera ça avec Excel. Aujourd'hui, ce que je veux faire, c'est vous expliquer un petit peu, justement, quand je fais ces produits-là, le contexte pour des entreprises d'émettre ce type de produit. Pour l'application, on verra un peu plus contenu. Peut-être même en groupe plus réduit, en salle de télé, pour que puisse passer.
Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il y a d'autre qu'il y avait? Donc ça, c'est des techniques, ce qu'ils appellent des obligations convertibles. J'en reparlerai tout à l'heure. Voilà, et ils finissent en disant, après l'émission, les fonds propres passent à 139 millions, l'endettement long terme 80 millions et le court terme 37 millions. Donc 139 par rapport à 117. Les fonds propres sont repassés devant les dettes. Alors, le deuxième effet qui se coule de cette émission, il est affiché juste après. C'est que si ça se passe bien, il y a exercice et du coup, à nouveau 60 millions de fonds propres quand il y aura exercice des coûts. Donc ça viendra sans avoir à refaire une nouvelle émission, remettre des fonds propres avec certainement une entreprise qui aura eu des endettements pour compléter ses besoins en fonds. Et tout est compris dans cette émission. Il n'y aura pas besoin d'en faire une deuxième. Et au pire, si jamais ceci n'était pas exercé, la société devra rembourser 9,4 millions. Et alors là, chez le journaliste, il ne fait pas dans la dentelle, ce qu'elle pourra alors considérer comme un crédit gratuit. On dit pas trop cher, rien gratuit. Disons que rembourser 50 francs par bon, c'est pas très cher par rapport à ce que lui apporte l'opération. C'est un peu ça qui est derrière. Voilà, donc un énoncé qui vous, enfin, un article qui vous explique un petit peu, alors parfois qui rentre dans les détails, mais il y avait besoin. Sur les marchés, c'est quand même des spécialistes, donc leur parler d'options, remboursement anticipé, choses comme ça leur parle. Alors, je descends sur quelque chose que vous n'avez pas, parce que je n'avais pas le photocopier. Si ça vous intéresse, je peux vous l'envoyer par mail. C'était le bulletin des annonces légales obligatoires, le BALO, B-A-L-O, de l'époque, qui récapitule, ça existe maintenant sur version numérique. Donc c'est un des endroits où les émetteurs doivent faire leur publication obligatoire. Ça peut être les convocations d'assemblée générale, ça peut être les émissions de titres, tout un tas de choses qui sont au BALO. Là, bien, vous avez Random qui est obligé de publier son offre, donc il dit, vous voyez en bas à gauche, ce qu'elle a comme objet, et après je remonte et qui dit ce qui se passe. Donc la durée de la société, comme toute durée de société en France, c'est 99 ans à compter de son jour d'immatriculation. Vous avez le capital social, qui était de 1 120 370 actions de 12 francs chacune. C'est quoi le 12 francs? Ça s'appelle comment ça? J'en ai parlé dans les premières diapos. C'est la valeur nominale. Vous savez, il faut que le prix d'exercice soit supérieur à la valeur nominale par rapport à ça. Que ça soit supérieur à nous. On est tranquille, là, il y a 270 300 dans ce qui est proposé. Donc, elle vaut 12 francs, c'est-à-dire que le capital, vous voyez, le capital social, c'est 12 francs fois 1 120 370 actions. Actions qui cotent sur le marché, 260 balles. Ça a progressé, c'est normal. Et c'est comme ça que c'est toujours intéressant de regarder un peu si vous n'avez pas vu ce genre de notice. Il y a des informations à pêcher. Voilà. On forme des actions et vous pouvez avoir des actions sans droit de vote associé, ce qui n'est pas là ici. C'est-à-dire que là, il y a des droits de vote, etc. On parle de l'Assemblée générale, blablabla, l'exercice social du 1er janvier au 31 décembre, la répartition des bénéfices. Et on arrive enfin, là à gauche, à l'émission. Donc tout le reste, c'est du blabla sur ce que c'est que la boîte. Et là, vous arrivez, en vertu de ce qu'a décidé l'Assemblée générale qui a le droit de le faire, eh bien, elle a émis des APSA avec, au prix de 300, c'est en bas là, avec 260 francs par action, donc 12 francs nominal et 248 francs de prix d'émission. Oui, parce que
vous l'ai dit, le prix a augmenté, mais la base reste quand même 12 francs, donc le reste, ce qu'on appelle prix. Et en fait, ça correspond au fait que sur le marché, ça vaut beaucoup plus que tout. Ils vendaient à la valeur nominale, il serait mal. Et puis 40 francs par an de souscription d'action. Voilà. Et ensuite, prix d'émission. Vous avez alors les banques qui aident. Donc, JP Morgan, la Bourse, etc. La Banque Paribas, il y en a qui existent plus. Vous les versez, parce qu'il faut bien payer. Vous voyez qu'il y a 186 728 titres qui ont été mises. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Là, c'est une couche verte à droite, excusez-moi, je vais sur ces caractéristiques à droite. Donc vous avez en souscrivant, donc vous versez 40 pour les bons, et vous avez des périodes de souscription. Voilà. Premièrement, période de souscription. Les titulaires des bons pourront demander de souscrire des actions à tout moment à compter du 1er janvier 90 jusqu'au 31 décembre 82, donc pendant 3 ans. Et vous voyez que le prix de souscription, donc ce qu'on appelle le prix d'exercice, alors en tenant compte de tout le reste, c'est 270 francs en espèces et 40 francs par remise d'un bon de souscription. Le prix d'exercice est 40, mais vous mettez le bon aussi. Ça doit vous rappeler quelque chose. Vous savez, quand j'ai écrit, c'est exactement ce que ils font ici. Alors, sauf que là, c'est écrit pour avoir un modèle. Eux, ils disent votre bon, il vaut 40. Bah, c'est ce que vous avez payé. Je ne sais pas combien ça vaut au moment. Hein. Vous payez le prix d'exercice. Et vous obtenez le prix. Donc, ce que j'ai écrit là est écrit dans la notice initiale. Pas de la même façon parce qu'ils ne sont pas en train de faire la question d'option. Mais le principe financier est déjà écrit dans la notice initiale. Voilà. Et ensuite, il y a des facultés de rachat. Donc, si au 1er janvier 1993, vous n'avez pas exercé, bien vous serez remboursé à 5 ans. Après, il y a des clôtures anticipées de l'exercice. C'est les fameuses, qu'on appelle souvent call options. C'est-à-dire, si l'action va très très haut, en fait, l'entreprise peut déclencher un remboursement anticipé. Alors, du coup, je vais vous expliquer ce que ça veut dire. Là, vous avez 335 francs jusqu'au 30 juin 91, pendant les 18 premiers mois. Si le prix d'action dépasse 335, alors c'est pas le prix, parce que pour avoir des manipulations courtes, c'est une moyenne de prix d'action. Sinon, vous imaginez, on pourrait manipuler à court pour déclencher un seuil. Donc là, il faut quand même que pendant 20 bourses consécutives, parmi les 40 qui précèdent le moment où vous décidez le remboursement anticipé, vous ayez dépassé le seuil de 335. Donc il faut vraiment que votre action, et vous avez beaucoup progressé, et bien là, Random peut proposer de rembourser. Alors évidemment, le calcul que va faire l'investisseur. Si jamais ce cas de figure se produit, l'action atteint 335, Random dit clause de rachat anticipé, je vous propose de racheter votre titre tout de suite, on arrête les bons, et je vous les rachète à 5 ans. Et là, évidemment, les détenteurs des bons vont faire un calcul. Je suis dans les 18 premiers mois, si j'exerce, je paye 270 une action, qui en vaut 335. Au moins, parce que si le seuil a été atteint, c'est qu'il y a au moins 335. 335 moins 270, je fais un gain immédiat de 65. Et Random me propose 50. Bien, si ce seuil est atteint,
les investisseurs, qui sont tous rationnels bien entendu, vont dire j'ai fait ça. Donc si vous avez ce seuil, random, ça ne correspondra pas à rembourser, ça correspondra en fait à forcer un exercice. Ces seuils sont généralement là parce que ça veut dire que l'action continue à progresser, donc il a été défini comme ça. Vous voyez, vous êtes passé dans les 18 mois de 260 à au moins 335. Et random dit, bah là, plutôt que les gens spéculent sur l'action qui progresse beaucoup, moi je vais les faire exercer, je vais émettre de nouvelles actions et puis je vais engranger des prix d'exercice. Et comme son action peut progresser beaucoup, le seuil a été encore augmenté pour les 18 mois suivants, puisqu'il passe à 410. Donc 410, ça veut dire que dans les 18 mois qui suivent, si l'action atteint 410, votre prix d'exercice, il est à 300, elle est passée de 270 à 300. Donc s'il déclenche, évidemment, vous allez payer quelque chose qui vaut au moins 410, vous allez payer 300, vous allez réaliser au moins 410, au lieu de 50. Encore plus, vous allez encore plus. Donc ça, c'est vraiment pour forcer et pour éviter un phénomène en bourse qui est, vous avez été expliqué, je pense que vous avez fait des options, c'est que quand vous êtes sur des options de type achat de call, bien, quand vous avez l'effet temps, vous savez, vous êtes pas bien vu, c'est ça, à la valeur du sous-jacent. Et en fait, sur les marchés, ça veut dire que le marché va plutôt, sur ces types de produits, s'ils veulent des actions, il faut carrément investir en actions plutôt que de passer par les fonds. Et donc, ils préfèrent que le bon qui ne va plus être traité ou autre soit directement arrêté. C'est-à-dire on est très très en dedans. Sur ces produits de financement, on n'aime pas trop quand c'est très en dedans, parce que ça veut dire qu'on va plus spéculer sur le marché de l'action plutôt que d'utiliser ce dont on a besoin ici, à savoir des fonds propres. Une augmentation des fonds propres. Puisque si les investisseurs achètent des actions sur le marché, ça ne profite pas du tout à l'émetteur. C'est juste de la négociation sur le marché secondaire. Le prix de négociation des actions ne leur fait pas engranger de fonds propres à l'émetteur. Voilà. Donc à ce moment-là, on peut faire forcer l'exercice ou la conversion publique et récupérer les fonds propres. C'est assez technique, hein. C'est-à-dire ceux qui conçoivent ça, certes, ils marketent, ils ne sont pas à 2 francs près, mais derrière, c'est réfléchi sur un certain nombre de conséquences pour les 3 ans à venir. Voilà. J'espère que ça vous donne un peu, ça permet de contextualiser un peu les éléments que j'ai présentés sur les risques. Parce que vous voyez, même, ça permet de contextualiser les premières formules qu'on a écrites. Donc ça, on fera un TD avec une feuille Excel où on utilisera un modèle binomial pour essayer de comprendre comment on peut évaluer ce type de... Alors on fera des hypothèses très simplistes sur les dividendes, des choses comme ça, mais pour voir un peu les paramètres qu'il y a derrière ce type de produit. Et puis en plus, ça sera visuel, puisqu'on prendra un pas qui n'a pas de sens concret, mais qui est un pas semestriel, donc on pourra visualiser là, et visualiser ce qui se passe dessus. Alors souvent, quand vous faites des évaluations d'options, si vous faites du modèle binomial de 10e année, souvent quand vous faites des évaluations optionnelles, vous faites quoi? Du Monte Carlo, des trucs, vous tirez plein de trajectoires, et puis après, vous regardez plus trop ce qui se passe dedans, vous regardez les résultats. Là, comme c'est un produit avec de l'investissement, vous voyez un petit peu ce qui se passe quand il y a des conditions qui s'exercent. Donc on en parlera. Alors, je vais du coup passer à une autre partie du cours. Je vais parler des obligations convertibles. C'est pas beaucoup plus compliqué. On va retrouver les mêmes choses. Vous allez voir là, c'est plus le produit emblématique des actifs hybrides, c'est vraiment les obligations convertibles. Donc on va en parler un peu, mais ça ne va pas rajouter vraiment de difficulté de compréhension par rapport à ce qu'on a fait sur les groupes. Normalement, j'ai vérifié qu'il y avoir assez d'exemplaires. Et j'en fais passer un autre.
exercices de base sur le vocabulaire et l'utilisation convertie. Est-ce que vous voulez que je vous envoie le panneau par mail? C'est intéressant que vous relisiez. Alors regardez, il doit y en avoir d'autres. Alors c'est peut-être le reliquat qui ne m'a pas sorti hier. Alors vérifiez qu'en haut c'est bien marqué obligation convertible. Parce que ça se trouve, moi j'ai pris le paquet, il y en a assez, il m'a peut-être sorti ce qui n'est pas sorti hier. C'est des convertibles? Ça dépend des gens. Donc vérifiez que vous avez bien sur les